Aujourd'hui, on plonge dans le message percutant du livre De l'ombre à la lumière de Coach Wen Benedo. C'est un livre qui s'adresse à toutes les personnes qui ont dû avancer seules, se construire sans aucun soutien. Bref, un guide pour réussir quand on part de loin. C'est parti. Alors là, l'auteur ne mâche pas ses mots, et ce, dès le début. Cet aphorisme y résume toute l'idée du livre. En fait, ce que ça veut dire, c'est que la solitude, l'épreuve, loin d'être des handicaps, peuvent en réalité forger une force incroyable, une sorte de légitimité. L'idée, c'est que quand on s'est construit tout seul, on n'a plus besoin de demander la permission à qui que ce soit pour avancer. Tout part de là. Et attention, on n'est pas dans la théorie pure et dure. Non, l'auteur nous raconte une histoire, un parcours de vie, un parcours qui a commencé avec des rêves d'enfant, des rêves que certains auraient jugés un peu naïfs, mais qui étaient portés par une volonté de faire. Faut s'imaginer la scène, hein. Un gamin de 7 ans qui marche, chaque jour, 4 kilomètres sur un chemin de terre. Chaque pas n'est pas juste un pas de plus vers l'école, c'est un pas pour s'arracher à sa condition. Cette marche quotidienne, ce n'est pas une corvée pour lui. C'est déjà un acte de rébellion contre un destin qui semblait tout tracé. C'est une promesse silencieuse qu'il se fait à lui-même. Mais voilà, après l'espoir des débuts, arrive l'épreuve. Le grand saut du village, un peu comme un cocon, vers la ville, la jungle urbaine. Et c'est là que les rêves d'enfants vont se prendre en pleine face le mur de la réalité. Et cette réalité, elle est brutale. Le contraste est violent. D'un côté, le village, où tout le monde se connaît, où il y a une communauté. Et de l'autre, la ville, le bruit, le chaos, l'indifférence. On passe littéralement du statut de « fils de un tel » à « un inconnu parmi la foule ». C'est un véritable déracinement, pas seulement physique, mais aussi psychologique. Là, le combat change de nature. On ne se bat plus pour un avenir meilleur, on se bat pour le prochain repas. C'est aussi simple et aussi dur que ça. L'auteur décrit ça de manière très crue. Des semaines à manger la même chose, son goût, ou une simple bouteille d'huile est un luxe inaccessible. Il parle de ces soirs où on va se coucher tôt, non pas par fatigue, mais juste pour essayer d'oublier qu'on a faim. C'est une misère qui attaque le corps, mais aussi le moral. Et voilà, on touche au cœur du problème. La souffrance la plus terrible, au fond, elle n'est pas matérielle. C'est pas la faim, c'est pas l'inconfort. Le pire, c'est le silence. Ce sentiment atroce d'être devenu invisible, d'avoir été oublié par les siens et de n'exister pour personne dans cette nouvelle vie. C'est cette solitude qui blesse le plus et qui force à tout reconstruire seul. Et c'est là qu'on arrive à un vrai tournant dans le récit. Face à toute cette souffrance, il y a deux options en gros. Soit on sombre, soit on apprend. L'auteur, lui, a choisi la deuxième voie. Il a commencé à voir ces épreuves non plus comme une fatalité, mais comme une formation accélérée à la vie. C'est la grande question en fait. Comment on fait pour que toute cette douleur ne soit pas juste inutile? Comment lui donner un sens, une raison d'être, pour qu'elle devienne supportable et même qu'elle serve à quelque chose? C'est le défi qu'il a dû relever pour ne pas tout lâcher. Cette phrase, c'est devenu son mantra. La douleur n'est plus un ennemi qu'on subit, elle devient un outil. C'est un peu comme le feu du forgeron. Il ne détruit pas le métal, il le tape, il le chauffe, pour le transformer en une lame solide et tranchante. Chaque manque, chaque coup dur est devenu une brique pour se bâtir une nouvelle personnalité, beaucoup plus résiliente. Et cette idée, figurez-vous, elle a un nom en psychologie, c'est la logothérapie. C'est une théorie de Viktor Frankl, un psychiatre qui a survécu au camp de concentration. Il disait que si on trouve un pourquoi assez puissant dans sa vie, un but, une mission, alors on peut supporter presque n'importe quel comment, n'importe quelle épreuve. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Bon, c'est bien beau la philosophie, mais en pratique, on fait comment? Comment on se la construit, cette fameuse résilience au jour le jour? Eh bien, l'auteur donne des outils et des changements d'état d'esprit très concrets, et finalement accessibles à tout le monde. Ce tableau illustre un changement de mentalité qui est fondamental. C'est ce qu'on appelle passer d'un locus de contrôle externe à un locus de contrôle interne. En français simple, ça veut dire arrêter de se voir comme une victime des événements et commencer à se voir comme le capitaine de son propre navire. C'est décider d'arrêter de blâmer les autres ou le destin et de prendre la responsabilité de ses choix. Voici un exercice tout simple mais redoutablement efficace que l'auteur appelle la gratitude inversée. L'idée, ce n'est pas de lister les choses pour lesquelles on est reconnaissant, non. C'est de lister les raisons pour lesquelles on n'a pas le droit d'abandonner. C'est une façon de se reconnecter à son pourquoi dès le matin et de transformer une éventuelle lassitude en carburant pour la journée. Une autre clé, c'est le kaizen. C'est un concept qui nous vient du Japon et c'est l'idée de l'amélioration
continu. On ne cherche pas à faire un bond de géant, un changement radical du jour au lendemain. Non, l'objectif est bien plus simple. Essayez d'être juste 1% meilleur chaque jour. Ça a l'air de rien, mais sa puissance réside dans les faits cumulés. Et ce tableau le montre de manière spectaculaire. C'est la magie des intérêts composés appliqués au développement personnel. Si on part de 100 et qu'on ajoute 1 euro par jour, au bout d'un an, on a 465 euros. C'est déjà bien. Mais si on part de 100 et qu'on améliore de 1% par jour, on arrive à près de 3900 euros. La différence est juste colossale. C'est la preuve que la régularité des petites actions bat à plat de couture les grands efforts occasionnels. On arrive maintenant à la dernière pièce du puzzle. Et elle est absolument cruciale. Parce qu'une fois qu'on a bâti sa forteresse intérieure, il faut aussi protéger ses frontières. Et ça passe par l'environnement social. Ce n'est pas un détail, c'est un facteur déterminant pour la suite. Cette citation de Jim Rohn est ultra connue, et ce n'est pas pour rien. Elle est d'une vérité implacable. Les gens qu'on fréquente façonnent nos pensées, notre vision du monde, nos ambitions, notre énergie. Choisir son cercle proche, ce n'est donc pas un luxe, c'est une véritable stratégie de vie. L'auteur utilise une métaphore que je trouve magnifique, celle du caméléon. Un caméléon ne peut pas changer de couleur s'il reste sur le même fond. Eh bien, pour un être humain, c'est pareil. On ne peut pas espérer changer, évoluer, si on reste dans un environnement qui nous tire vers le bas. C'est donc un appel à l'action. Il faut choisir son décor, choisir les gens et les lieux qui correspondent à la vie qu'on veut se construire. L'idée, c'est donc de devenir l'architecte de son propre environnement. Concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire faire le tri dans ses relations. Oser se demander qui nous apporte de l'énergie et qui nous en pompe. Ça veut dire rejoindre des groupes de gens qui partagent nos objectifs, avoir le courage de dire stop aux relations toxiques et chercher activement à passer du temps avec des personnes inspirantes. Et on termine là-dessus avec cette question qui est une invitation à passer à l'action. Parce qu'au-delà de l'histoire, ce livre est surtout un manuel pour agir. Alors que ce soit commencer ce fameux carnet, tenter le 1% d'amélioration par jour ou prendre une décision sur une relation, le plus important, c'est toujours le premier pas. La question qui reste en suspens, c'est donc celle-ci. Quel pourrait être ce tout premier pas pour soi-même sortir de l'ombre ?